C'est notre rendez-vous mensuel autour des dernières tendances ETF et les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF qui est conduit chaque mois depuis plusieurs années maintenant. Le directeur des investissements de Yomoni est à mes côtés, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Bon, un baromètre un peu particulier évidemment parce que l'idée étant d'offrir une photographie finale de l'année 2023 sur les développements de l'industrie ETF, à commencer par les flux. Oui. Qu'est-ce que 2023 nous apprend effectivement des intérêts des investisseurs en fonction des ETF et des grandes classes d'actifs représentées? Alors, si on regarde déjà globalement sur les flux, on a un bon cru 2023 puisqu'on est à 148 milliards d'euros de souscription globalement sur l'année. Ce qui est très très bien parce que par rapport à 2022, c'est une forte progression, c'est plus de 80% par rapport à 2022. Et si on compare à 2022 était compliqué de toute façon globalement, mais si on compare à 2021 qui était vraiment l'année record des ETF, on est un petit peu en dessous, mais uniquement 10%. Donc c'est quand même une très très bonne année 2023 de collecte avec les 148 milliards de souscriptions nettes tout au long de l'année. Et ce qu'on observe aussi, globalement, juste sur le graphique, c'est qu'en fait, tous les mois ont été positifs en termes de collecte. Quand on pense à nos amis en termes de gestion active qui ont eu des mois parfois compliqués, la gestion indicielle et les ETF en particulier ont collecté tous les mois de manière importante. Comment est-ce que la répartition s'est faite par grande classe d'actifs, actions, obligations, matières premières, Olivier? Alors, la particularité de cette année, c'est une année obligataire. Alors, globalement, évidemment, c'est les actions qui ont le plus collecté. C'était de toute façon une année risk-on, globalement, quand on regarde la performance des marchés. Et on a un peu plus de 90 milliards de collecte sur le marché actions. Et là, on voit qu'on est évidemment donc 70% de plus par rapport à l'année dernière, mais 22% en moins par rapport à 2021 qui était l'année record, donc une bonne année. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est le marché obligataire, puisqu'on a fait un peu plus de 62 milliards et demi de collecte sur le côté obligataire. Et là, c'est évidemment beaucoup plus que de l'année dernière et encore plus, même que par rapport à 2021. Donc, c'est vraiment une année record. Et moi, ce qui m'a marqué sur l'année, c'est que ça a été vraiment surtout les gros flux sur le début d'année. Et on a 5 mois sur les 12 où les ETF obligataires ont plus collecté que les ETF actions. Donc, c'est là où on voit quand même que c'est une année vraiment obligataire sur le marché des ETF. Même si, évidemment, les actions sont ce qui a le plus collecté, on voit quand même des flux importants. Et enfin, sur les matières premières, donc c'est une année de décollecte, 9 milliards de décollecte, qui font suite aussi à 7 milliards et demi l'année dernière. Et en 2021, qui était la bonne année globalement sur les ETF, on avait un peu plus de 200 millions de collectes. Donc c'est vraiment les matières premières en ETF décollectent depuis déjà maintenant 2 ans sur des montants relativement importants pour la classe active. Bon, 23 n'a pas été une grande année pour les performances matières premières en général, pour ce compartiment-là en l'occurrence. Comment est-ce que c'est réparti la collecte des grands marchés, à commencer par les actions, Olivier? Qu'est-ce qui a justifié justement là, ce niveau de collecte chez les investisseurs? Ce qu'on observe, c'est vraiment les grosses capitalisations qu'on drainait tout le flux. Alors, vraiment, en premier lieu, les grosses capitalisations couvertes contre le risque de change. Donc, globalement, on s'est aussi couvert globalement contre le risque de change avec des évolutions parfois de l'euro-dollar qui pouvaient surprendre. Et ensuite, c'est d'abord les États-Unis, les actions américaines en grosse capitalisation qui ont le plus collecté. Le Japon aussi, grosse capitalisation. C'était l'année du retour du Japon, 23. J'espère que les investisseurs étaient couverts, par contre. Oui. Sur le Japon, je crois qu'avec le yen, généralement, ça fait partie des prérequis, on va dire. On a vu des flux aussi sur les thématiques ESG, globalement, si on les regarde vraiment dans leur ensemble, qui ont été relativement importants et qui se placent en 4e position en termes de flux. Et l'Europe, toujours grosse capitalisation. Donc vraiment, c'est une année à grosse capitalisation. On l'a vu en performance sur les petites et moyennes capitalisations, mais même en flux, c'est la même chose. C'est vraiment les grosses capitalisations qui ont drainé les souscriptions au niveau action. Où est-ce qu'on a vu des sorties, par exemple, sur à les l'inverse actions On a vu, le secteur financier est celui qui a le plus décollecté, avec environ 2 milliards de rédemption sur l'année. On a les value US. C'était pas une année value US. C'était une année grosse, le retour de la croissance. L'Allemagne aussi. Les rendements US, donc les actions à fort rendement sur les actions américaines. Et puis le secteur de l'énergie, évidemment en lien avec un marché du pétrole qui est resté relativement calme, malgré les tensions géopolitiques sur l'année 2023.
Comment sont répartis les intérêts sur le marché obligataire? C'est gros marché, grand marché, souverain, crédit, il y a du court, du moins court, du long, etc. Alors c'est surtout du souverain, il y a souverain à la fois en obligations couvertes, donc mondiales, ensuite en gouvernementale européenne, donc beaucoup de flux sur le souverain euro, ensuite lié à l'investment grade euro aussi. C'est plutôt du long. On a eu aussi des obligations monde couvertes en CHF, donc il y a une activité importante, puisqu'on regarde vraiment au niveau de donc voilà. Et puis, en termes de rachat, c'est plutôt les durations courtes qui ont été rachetées. Donc, ça a été plutôt sur du long. Et puis, les obligations qui étaient liées à l'inflation, que ce soit US ou euro, ont évidemment été rachetées. Et tout ce qui est aussi corporate emerging a été racheté. Donc, voilà, en termes de risque, le high yield aussi américain a eu des sorties. On est resté plutôt donc, sur du long, plutôt sur du souverain, et plutôt sinon sur de l'investment grade euro. Ouais, on fait la photo duration sur tranquille, effectivement. Oui, sur l'année, oui. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs moments obligataires dans l'année. Oui, il y a des moments plus risk-on où on sortait du souverain. Enfin, il y a eu pas mal de rotation. Et là, c'est la photo. C'est la photo finish. C'est la photo finish. Bon. Qu'est-ce qui a justifié pour les matières premières une décollecte générale du compartiment? C'est essentiellement sur l'or. Donc voilà, c'est vraiment l'or. Tout ce qui va être métaux industriels et secteur énergétique, par contre, là, sont plutôt flats globalement sur l'année. Donc c'est vraiment l'or qui a vu des rachats importants sur la classe d'actifs. C'est vraiment focalisé sur les métaux précieux et en particulier sur l'or. Qu'est-ce qu'on peut dire de la dimension ESG, Olivier? Alors, on se voit chaque mois, vous nous apportez chaque mois la photo mensuelle, évidemment, de l'industrie ETF. C'est ce qu'on a constaté quand même tout au long de 2023, alors oui, l'ESG attire toujours, mais moins que ce qu'on avait pu observer les années précédentes. C'est ça. Il y a vraiment un calme, un retrait. Alors là, sur la fin d'année, ça revient un petit peu sur les flux ESG, mais globalement, on est à 30% sur le marché actions, sur les ETF actions. Là, on était à plus de 56% les 2 années précédentes. C'est-à-dire que même l'année dernière, où il y avait beaucoup moins de volume, les volumes restaient quand même sur l'ESG. Là, 2023, certainement, les performances 2022 ont fait que le volume est relativement faible. Et sur le marché obligataire, on est là en dessous des 20% en termes de collecte spécifiquement sur l'ESG, alors qu'on arrive quand même à avoir une collecte. Ce qui est toujours plus compliqué, c'est que faire des philosophies et faire des thématiques ESG sur l'obligataire, c'est plutôt facile. Enfin, on le comprend bien sur l'investment grade ou sur le high yield, mais vraiment sur l'entreprise. Dès qu'on veut rentrer plus en détail sur les obligations émises par les pays, c'est beaucoup plus difficile, que ce soit en termes social ou même en termes environnemental. Est-ce qu'on prend les émissions aussi importées? Enfin, c'est beaucoup plus compliqué comme analyse. Oui, le rating ESG d'un pays est plus compliqué que celui d'une entreprise. Exactement. Donc c'est vraiment, on le voit bien, le marché est vraiment plutôt sur les entreprises, où là c'est plus facile de faire des filtres et d'exclure un certain nombre d'entreprises qui ne respecteraient pas certaines règles. Sur le souverain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, en fonction des flux aussi sur le souverain, forcément, il y a moins de ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire du palmarès 2023 des émetteurs au moment où BlackRock a publié aujourd'hui les résultats du 4e trimestre? Je crois qu'ils sont revenus à plus de 10 trillions. Ça y est, ils ont refranchi à nouveau la barre des 10 trillions d'assets under management. Si on regarde les flux, donc en premier, toujours BlackRock, évidemment, avec pratiquement 66 milliards de collecte sur le marché européen, vraiment cette année. Donc le montant est impressionnant. Après, en termes, par rapport à leur part de marché globale, ils sont plutôt en ligne, globalement. Pas non plus une année. On va pas dire que c'est pas une année exceptionnelle ou une mauvaise année, c'est une bonne année, mais il n'y a pas vraiment de caractère exceptionnel sur cette collecte. Ensuite, on a DWS en deuxième. Là, c'est vraiment celui qui sort du lot. Le comeback, puisqu'ils avaient eu 5 milliards de rachats l'année dernière, et donc ils gagnent 8 places en termes de flux sur l'année. Donc c'est vraiment le comeback, avec une très belle année, avec 19 milliards de souscriptions environ. Ensuite, Vanguard avec 18 milliards, donc toujours présent. Amundi, là, fait une année un peu plus compliquée parce qu'ils sont quand même deuxième on verra après les parts de marché, mais ils sont quand même deuxième en termes de classement, donc on pourrait s'attendre à ce qu'Amundi figure en termes de flux aussi en deuxième. Donc ils font quand même une bonne année à 17 milliards et demi, pratiquement 18 milliards de collecte, c'est une bonne année. Un peu en deçà, peut-être lié aussi à l'absorption de l'Ixor. Enfin, il y a toujours bien sûr les gammes, donc les équipes peuvent être focalisées sur d'autres sujets. Et ensuite, on a State Street, HSBC, donc voilà. En termes de collecte, on a Invesco qui avait fait une très très bonne année l'année dernière et qui du coup dégringole. On ne souhaite pas à Deutsche Bank l'année prochaine, mais c'est vrai que quand on fait une année un peu exceptionnelle, le risque après c'est de le contre-coup et puis de reperdre un peu en termes de classement. Qu'est-ce que ça donne en termes de part de marché justement du coup en termes de part de marché, alors
Ça bouge pas énormément, c'est-à-dire qu'on a toujours BlackRock largement premier, avec environ 44% de part de marché. Et on voit graphiquement, on vous a mis le graphique, parce que c'est vrai quand on voit pour le bleu foncé, c'est spectaculaire. Amundi deuxième à 14,25 et Deutsche Bank, donc DWS, franchit la barre des 10%. Et c'est vrai qu'après une année exceptionnelle, en fait, ça fait grappiller 0,5. C'est énorme, bien, parce que c'est la barre de 10. Mais c'est vrai qu'on... il y a une telle prédominance. Ça montre effectivement, bien sûr, la taille, le poids et l'emprise de BlackRock sur ce marché, effectivement. Chaque point de part de marché nécessite des efforts, avec les dents, importants. Qu'est-ce qu'on peut dire des grands thèmes en matière de lancement de nouveaux produits sur 2023, Olivier? Moi, j'ai extrait trois idées essentielles. Alors, la première, c'est sur l'ESG, elle est un peu globale. C'est que ce qu'on voit quand même systématiquement tous les mois, avec tous les lancements de produits, c'est qu'il y a toujours une prédominance des lancements ESG. Les PAB, etc. Les PAB, les thématiques, et même aussi on en parlait tout à l'heure, mais aussi des ETF qui vont chercher à faire du souverain ou des États en prenant en compte l'ESG. Donc, toujours, donc même si le flux n'est pas là, on voit quand même que la production de ce genre de produit continue. L'industrie continue à penser que ça reviendra et que c'est certainement un effet performance lié à 2022, mais que globalement, ça fait du sens et qu'il y a un besoin. Donc ça, c'est vraiment le premier thème moi, que je garde en tête. Le deuxième, évidemment, sur le souverain et c'est BlackRock, c'est l'innovation sur ce qu'ils appellent high bonds, donc qui est les émissions obligataires à échéance, qui sont venus contre... Voilà, donc ils ont aujourd'hui 9 produits, ils arrivent à environ 2 milliards. Gros appétit pour les fonds à échéance, effectivement, en 2023. Exactement. Et donc, ils ont été ETFisés. Exactement. C'est la mode. bien sûr. Ils sont venus chercher les gérants actifs sur ce domaine-là. Et le troisième, c'est qu'on voit aussi, on entend un retour, alors c'est assez régulier, mais là on entend un retour cette année quand même pas mal de la tentative de gestion ETF, donc actif, ETF dit actif. On a un acteur qui est revenu, qui est AXA IM et qui a pris ce positionnement. Très intéressant. AXA IM qui avait revendu à BNP son activité ETF en 2009 et qui est revenu cette année de manière un peu plus importante avec cet angle-là. Donc ils ne font pas que de l'actif, mais ils font essentiellement de l'actif. Et ils ambitionnent d'arriver rapidement dans le top 10 européen. Mais donc c'est cette thématique-là et on le sent notamment aussi sur de l'ESG. On entend aussi d'autres émetteurs, d'autres gros émetteurs qui réfléchissent à sortir des indices typiquement ESG et à utiliser leurs propres recherches pour essayer d'affiner et donc pour faire ce qui ressemble plus à de l'actif ou du semi-actif. Et on le voit aussi aux États-Unis. Alors là, on est vraiment sur européen, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que cette année, aux États-Unis, les flux sur les ETF actifs ont été relativement importants, de l'ordre de 20%. Très intéressant. Donc on sent à suivre. Il y a quelque chose, signal. En tout cas, il y a une nouvelle tentative. En tout cas, on verra ce que ça donne. De répliquer des stratégies actives menées par des gérants. On parlera le mois prochain des ETF Bitcoin, parce que là, on n'a plus le temps, Olivier. Et ce sera intéressant, peut-être après quelques semaines quand même de trading, de voir comment se sont comportés ces ETF Bitcoin Spot. Avec plaisir. Dans l'événement cette semaine. Un mot du positionnement que vous proposez à vos clients pour ce début d'année sur les stratégies que vous pilotez. En termes de positionnement, pour l'instant, on n'a pas changé. On est resté donc plutôt j'allais dire agressif, mais c'est un peu exagéré, mais on est plutôt sur des marchés actions toujours un peu surpondérés sur le marché actions. Ça nous a bien profité l'année dernière avec des bonnes performances sur nos profils. Et on est resté comme ça. Donc l'année commence doucement, avec plutôt des baisses, mais on est plutôt confiant. On voit que on attendait ce moment de publication des résultats. Les premiers résultats sont plutôt bons. Et le chiffre d'inflation un peu supérieur hier n'a pas non plus un effet très important, changé la donne. Donc le marché est plutôt confiant. Donc pour l'instant, on reste comme ça, on surveille et on va attendre de voir les premiers résultats. C'est la séquence micro qui commence. Merci beaucoup Olivier. Olivier Malteste avec nous chaque deuxième vendredi du mois pour cet observatoire ETF dont vous nous faites profiter, directeur des investissements de Yomoni.